Alors, bonsoir à tous. Donc, je voudrais, à travers cette vidéo, faire une petite conversation, je l'espère, qui n'est pas axée spécialement sur un axe. C'est pourquoi j'ai appelé de façon générale l'espoir s'effondre et l'illusion a pris le devant. Donc, je me permets de faire cette vidéo parce que je suis triste. Je suis triste pour mes gouvernants, pour les gouvernants de nos pays, pour ne pas dire que je suis triste pour mon pays. Triste pour tout ce que je vois et dans son ensemble qui ne présente aucun point d'assurance pour le développement de mon pays, de nos pays. Ce qui m'attriste davantage est que j'ai l'impression que tout ce que je vois ne pose pas de problème aux citoyens qui sont concernés. C'est l'impression que j'ai. Peut-être que je me trompe. Je peux comprendre qu'on soit résilient face à une certaine impuissance. Mais je pense sincèrement que le rester résilient sans rien réclamer, à mon avis, est une sorte d'irresponsabilité et même d'inconscience. En tout cas, si je dois parler avec mes propres mots, sans chercher à faire la langue de bois. Donc, sur ce point, je demande la compréhension à tout un chacun, ne pas se jeter sur ce que je dis et chercher à comprendre vraiment le fond de ce que je dis. Alors, beaucoup, quand on dit chaque fois réclamer, beaucoup, naturellement, se posent la question, comment réclamer à un gouvernement qui n'écoute personne? Et quand bien même qu'il t'écoute, ça passe comme si on a versé de l'eau sur le corps. Vous voyez? Donc, face à cette situation, c'est vrai que souvent, on a tendance à comprendre le fait que les gens préfèrent se résigner et sans rien réclamer. Donc, face à ce genre de phrases, moi j'ai l'impression, derrière ce genre de phrases, même si on peut comprendre, j'ai l'impression qu'on cherche souvent à étoffer nos manques au lieu de sortir, faire le combat que nous devons faire. Faire le combat que les hommes de vérité ont toujours fait. Alors, je je sais pas si j'ai raison de dire ça, mais moi je pense que du moment où on décide de se résigner et ne rien dire, eh bien, nous devenons automatiquement complices des ennemis de la patrie. Par conséquent, nous sommes indirectement ennemis de nous-mêmes. Parce que quand on parle de la patrie, on parle bien des gens qui sont à l'intérieur. Sans ces gens-là, on n'aurait pas parlé de patrie. Vous voyez? Donc, pour moi, l'un des problèmes fondamentaux de nos pays est cela. Alors, on peut citer beaucoup de manières parce qu'il faut comprendre d'abord pourquoi réclamer et comprendre quelle est l'importance de ce qu'on réclame. On ne peut pas réclamer pour réclamer. En réclamant, il faut qu'on soit sûr qu'on dit quelque chose d'objectif. À ce moment-là, même s'il y a une seule personne qui t'écoute, c'est important. Ce que je dis souvent dans mes vidéos, ne minimisons pas ce qu'on fait. Si petit qu'il soit, ça peut servir. Vous voyez? Donc, je ne rentrerai pas dans les détails de comment communiquer, comment réclamer
face aux injustices, parce que normalement, je pense que ça doit faire l'objet de plusieurs vidéos. Mais là, je suis juste dans la posture de dire ce qui ne va pas en surface. Alors, dans notre situation, nous sommes dans un pays où beaucoup pensent, en tout cas la majorité de la population, je dirais, même si je n'ai pas mesuré, pense que tout est perdu d'avance. C'est ça en fait le problème. Ils pensent que tout est perdu d'avance de telle sorte que les morales commencent à partir en vacances. Des vacances qui ont des durées indéterminées. Vous voyez? Mais bon sang, si les morales qui doivent être utilisées pour résoudre les problèmes, si ces morales-là ne sont pas présentes, je me demande comment on va résoudre les problèmes. Et le souci, c'est que face à cette situation, la population elle-même qui est concernée n'a pas l'heure de se rendre compte, en plus forte raison que de se poser des questions sur ce qui peut être à l'origine des problèmes. Vous voyez, parce que ça, c'est des choses qui se passent en des étapes. Il faut d'abord se rendre compte que ça ne va pas et ensuite chercher à aller comprendre pourquoi ça ne va pas. Vous voyez? Donc, nous sommes dans ce délit-là, c'est-à-dire on ne cherche même pas à comprendre qu'il y a problème, en plus forte raison de chercher l'origine, pendant que nous sommes dans cette absurdité, en parallèle, nos responsables, les gens dont nous croyons être à la charge des choses, ne sont toujours pas capables, en tout cas dans le cadre de la Guinée, ne sont toujours pas capables de mettre à la disposition de la population un système d'éducation digne qui va permettre à cette population-là de se former, de se mettre dans des cadres où ils peuvent rêver, réfléchir, raisonner, comprendre des problèmes, chercher des solutions, et mettre ces solutions-là en place et les suivre. Donc, ils ne sont pas capables encore de mettre des systèmes d'éducation qui va permettre à la population d'arriver à ce niveau-là. Et évidemment, si on me demande pourquoi ils n'arrivent pas à le faire, moi, personnellement, la seule explication de toute évidence est que ces responsables-là n'ont aucun intérêt à ce que la population s'éduque. Parce que si jamais la population s'éduque, ben, ils vont comprendre les conneries qu'ils sont en train de faire et éventuellement chercher à s'opposer et réclamer des choses. Vous voyez? Donc, à ce moment-là, ils n'ont aucun intérêt à le faire, en fait. Vous voyez? Donc, il faut qu'on comprenne ça. Et toujours en parallèle, ces gens-là, donc, ils ne sont toujours pas capables de mettre fin à la gabegie financière. Donc, qui est l'un des points les plus fondamentaux de nos sociétés, en fait. Et surtout à l'impunité. Et quand on regarde les choses et qu'on essaie d'analyser objectivement, on se rend compte que ces deux aspects-là, la gabegie financière et l'impunité, dans nos pays, n'ont jamais été aussi institutionnalisés et hiérarchisés. Parce qu'il faut dire comme ça, de l'échelle haut jusqu'en bas, c'est bien ordonné. Chacun est là pour s'enrichir. Donc, chacun est là pour regarder l'autre, prendre sa part. Parfois, on le dit comme ça. Alors, l'inquiétude principale s'agit du fait que ces responsables, malgré la vitesse et la puissance avec lesquelles ils aspirent nos sangs, si on peut dire comme ça, mais ils continuent à être convaincus que nous n'y comprenons rien. C'est ça en fait, parce que s'ils se doutaient qu'on comprenait ce qu'ils font, ils se seraient posé la question. Mais de toute évidence, ils sont convaincus que nous ne comprenons rien et qu'on n'est pas prêt à comprendre. Comme le dit souvent le professeur Alpha Condé lui-même, que plus le mensonge est gros, plus la population l'avale, plus nous croyons. Donc il faut inventer des choses, des mensonges monumentaux. Vous voyez? Mais à un moment donné, il faut réagir, mes chers compatriotes. Sinon, nous sommes tous complices de ce qui nous arrive. Ça, on ne peut pas passer à côté. On ne peut pas se défier. On ne peut pas endosser la responsabilité à quelqu'un. Ce n'est pas possible. Donc, à un moment donné, il faut qu'on réagisse.
Donc, on ne réagit pas de façon sauvage, mais on peut se concerter et voir chacun comment il peut faire, qu'est-ce qu'il peut faire. Et ici, je prends un exemple dans cette vidéo-là, donc qui va être l'exemple explicatif de ce que je dis. Euh, il y a quelques jours, par rapport à la mise en examen du milliardaire français Vincent Bolloré, donc ce milliardaire qui gère le port de Guinée depuis l'arrivée du professeur Alpha Condé. Et le gouvernement s'est permis, par le biais du ministre Albert Damatan Camara, de faire un communiqué. En tout cas, ils ont fait une intervention, si on peut l'appeler comme ça. Donc, le contexte, comme je viens de le dire là, ce monsieur, il est mis en examen pour corruption d'agents publics étrangers. Donc, j'ai entendu aussi qu'il est soupçonné également, peut-être que c'est la même phrase, donc peut-être, il est soupçonné aussi d'avoir favorisé l'élection des dirigeants africains. Contre quoi? Contre l'obtention des concessions portières. Donc, si on doit dire cette phrase-là en bonne et due forme, c'est-à-dire, par exemple, dans le cadre de la Guinée, donc il a aidé Alpha Condé à arriver au pouvoir. En échange, Alpha Condé lui a donné donc, le port de la Guinée. Donc, lui, il est mis en examen. Je dis bien en examen. Alors là, pendant que ce monsieur est dans cette procédure, d'ailleurs, je rappelle que cette procédure, qui est la mise en examen par la juridiction compétente de son propre pays, une procédure qui pourrait, je dis, on ne sait jamais encore, qui pourrait virer en la faveur de la Guinée. Il ne faut pas l'oublier. Donc, pendant que cette procédure normale vient d'être entamée, ses avocats commencent déjà à le défendre. Parmi ces avocats, il y a évidemment le gouvernement guinéen, donc qui n'a aucun intérêt à ce que ce monsieur-là soit condamné dans ce qu'on lui reproche. Donc, l'État guinéen commence déjà à le défendre, en tout cas à se justifier, à se blanchir. Oui. Donc, il ne veut pas que son patron, il veut montrer à son patron qu'il n'a rien à voir avec cette affaire en déclarant par le biais de son ministre, comme je viens de dire là. Je ne sais pas si la phrase elle est correcte, mais je crois comprendre que dans un communiqué, il a dit que la Guinée n'est pas concernée par les allégations de corruption dans la concession de Bolloré. Enfin, les accusations qui sont contre Bolloré, vu que c'est la Guinée et le Togo, donc qui sont apparemment supposés être les étrangers, les pays étrangers en question. Et il va même loin, il dit que le fait d'accuser Bolloré de ces faits-là n'a pas de sens. Vous voyez? Alors, et franchement, quand j'entends ça, ce que j'ai envie de dire à Albert Damatan, à mon gouvernement de fonction générale, taisez-vous. 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 Vous êtes qui pour parler maintenant là? Laissez la justice faire le travail. Alors, je signale que pour dire qu'ils n'ont pas besoin de faire ça, mais ils le font tout simplement parce qu'ils sont habitués à la démagogie. Je signale que ce monsieur-là, Vincent Bolloré, en 2017, il était la 12e fortune de France, si je ne me trompe pas. Et que la 12e fortune de France, il se trouve que 80% de ses bénéfices proviennent de l'Afrique. Alors, si j'imagine la richesse qu'a ce monsieur-là, je ne sais pas pourquoi un pauvre gouvernement comme celui de la Guinée va se mettre à faire quoi que ce soit. Sincèrement, est-ce que le gouvernement guinéen était obligé d'intervenir officiellement dans cette affaire-là? Surtout au niveau où elle se trouve là. Si le gouvernement guinéen avait vraiment, il ne serait-ce qu'un minimum de respect pour la population guinéenne. Parce qu'il faut voir le problème, tout cet aspect-là. Donc, si les choses se tranchent comme il faut, c'est peut-être la Guinée qui gagne. Donc, si le gouvernement guinéen se permet de faire de telles déclarations prématures, alors là, c'est dire qu'ils n'ont pas de respect pour la Guinée.
Alors, moi, je ne suis pas là pour dire que chacun doit, enfin, qu'est-ce que chacun doit faire. Chacun est libre de faire son idée sur cette affaire-là. En tout cas, de ma part, le gouvernement guinéen n'avait pas à intervenir. Voilà. Donc, en ce qui me concerne, je trouve qu'il continue tout simplement à nous prendre pour des idiots. Alors, cela dit, le fait qu'il ose faire ce genre de déclaration, pour moi, ça s'inscrit dans une droite ligne. Hein, l'esprit qui fait que tous ces responsables-là, par exemple, ils ne se cachent même pas. Ils ont des villas partout dans le monde. Ils ont de l'argent qui coule à flot dès lors qu'ils sont nommés. Dès que quelqu'un est nommé cadre en Guinée, ben, il devient tout de suite milliardaire. Vous voyez? Donc, ils continuent à faire ça et les mêmes conneries de la sorte parce qu'ils savent de toute évidence que personne ne revendiquera rien du tout puisque nous sommes visiblement inconscients de ce qui se passe. Vous voyez? Que ce soit les gabégies financières, que ce soit le fait de nous prendre pour des cons, ça va dans la même logique en fait. Parce que quand tu parles devant quelqu'un et que tu sais que la personne va analyser ce que tu dis, tu vas d'abord réfléchir pour voir quelle réaction va avoir la personne avant de réagir. Vous voyez? C'est pourquoi je pense que se résigner, sincèrement, sans se révolter, est une contribution énorme dans la promotion de tous les mots, de tous ces mots-là que ces gens nous infligent. Sincèrement. Donc, on doit se résigner, bien sûr, mais en se résignant, il faut réclamer. Il faut réclamer. On ne peut pas se taire parce que toi, tu gagnes ton petit pain. Ou bien toi, tu penses qu'en réclamant, ça ne t'apporte rien. Si les sociétés étaient comme ça, il n'y aurait pas de développement dans les sociétés qui ont été, on va dire, esclavagisées et tout ça. Il n'y en aurait pas. Alors, pour le cas des Bolloré, je pense que tous les Guinéens, hein, franchement, chacun est libre de faire son idée. Mais pourquoi je pense que c'est une connerie qui fasse cette déclaration-là? Parce que je pense pour tous les Guinéens qui ont suivi l'élection présidentielle de 2010 et qui ont le minimum de bon sens, parce qu'il faut avoir le bon sens pour voir la vérité. Tous ces gens-là, en tout cas tous ceux qui ont le bon sens et qui ont suivi les élections, ont forcément compris que Bolloré a énormément contribué pour l'élection du président Alpha Condé. Sinon, comment comprendre? Expliquez-moi. Contre combien ce célèbre groupe de communication appelé Vivendi ou Havas, comme vous voulez, comme au hasard, il se trouve que M. Vincent Bolloré est le propriétaire, pour ne pas dire on va dire le contributeur majoritaire, donc qui est le contributeur majoritaire de ce groupe-là, voire même le propriétaire, parce que chacun va essayer de comprendre que c'est ce que je viens de dire. Donc, il a utilisé ce groupe-là à assurer la campagne du professeur Alpha Condé. Contre quoi? Contre combien? Chacun peut chercher à comprendre. Aussi, il y a un autre aspect. Contre quoi ou contre combien ce monsieur a demandé à son biographe personnel, du nom de monsieur Jean Botorel, je pense. Pourquoi Vincent Bolloré aurait demandé à ce monsieur-là d'écrire un livre pour Alpha Condé? Alors, je signale ici qu'il y a deux versions de cette affaire-là. Ces deux versions ont été apportées par le même monsieur Jean Botorel. En 2010, il a dit officiellement, il y a des vidéos qui existent, vous pouvez mettre son nom, Jean Botorel, sur YouTube, il va vous montrer. Il a déclaré lui-même officiellement en 2010 que c'est Alpha Condé qui lui a demandé d'écrire le livre. De faire l'interview pour le livre. Et il déclare en 2016, dans une émission qui s'est passée sur France 2, que c'est Vincent Bolloré qui lui a demandé d'interviewer Alpha Condé pour le livre. Donc, moi, je vous laisse voir comment vous comprenez la chose. Mais, à mon sens, c'est tout évident que c'est Vincent Bolloré qui a payé le monsieur pour faire le livre pour Alpha Condé. Alors, rien que ces deux éléments-là, on peut citer beaucoup de choses pour ceux qui connaissent ce qui se passe. On ne va pas citer tout ça. Et rien que ces deux éléments-là, moi, je pense qu'il y a de quoi se poser des questions.
Surtout lorsqu'on sait que ce géant, ce monsieur-là, gère, il y avait 15, maintenant c'est 14 parce que le port de Togo ou de Bénin n'est plus à sa disposition. Il, il gère 14 ports conteneurs en Afrique. Il gère aussi des terminaux routiers, des champs de palmiers au Cameroun, etc. Et peut-être bien d'autres choses. Alors, moi, sachant tout ça, je me pose la question pourquoi il aurait fait des choses pendant les élections d'Alpha Condé. Vous savez, personnellement, je ne cautionne pas ces clientélismes démesurés. Mais je pense comprendre la situation qui peut pousser Alpha Condé, en tout cas que j'ai connu avant 2010, qui était une personne que j'admire, qui est toujours une personne que j'admire, mais même s'il se trouve qu'il y a des choses qu'il fait que je ne partage pas, mais je suis profondément convaincu que c'est quelqu'un qui avait des bonnes intentions, qui a des bonnes intentions pour son pays. Vous voyez? Je peux comprendre que ce monsieur-là soit poussé à accepter l'aide des gens comme M. Vincent Bolloré pour se faire élire. Je peux comprendre ça. Je ne suis pas d'accord, hein, mais je peux le comprendre. Car au final, pour Alpha Condé, comme pour beaucoup d'autres personnes, lorsqu'on est convaincu de l'importance de ce qu'on peut apporter à son peuple, si jamais on arrive à être élu au pouvoir, et en plus, après avoir passé plus de 40 ans dans l'opposition, dans le cadre d'Alpha Condé, je trouve qu'il est bien compréhensible, je dirais même humain, qu'on soit tenté de se faire aider, même par le diable, pour arriver au pouvoir. Après tout, si ça peut aider à sauver toute une nation, pourquoi se priver? Oui. Donc, cela, c'est-à-dire qu'une fois qu'on arrive à se faire aider de la sorte, dès qu'on arrive là-bas, on doit objectivement attaquer les choses pour que même si on comprend que vous vous êtes fait aider, pour qu'on comprenne que ouais, ça valait la peine. Ouais. Comme on dit souvent, on peut mentir pour réconcilier des mariages, des trucs comme ça. Ouais. Donc, on peut passer par des chemins obscurs pour arriver au pouvoir, mais une fois qu'on est là, on fait le travail comme il faut. Mais ce qui ne m'a pas plu et qui continue à être des points faibles de ce gouvernement-là, c'est qu'on a l'impression, de toute évidence, que ce gouvernement-là pense que la population est un ensemble de moutons, est un ensemble de personnes qui n'ont dont ils n'ont aucune raison de respecter. Vous voyez? Par exemple, pour le cas de la mise en examen par son propre pays, ce monsieur-là, la Guinée doit intervenir lorsqu'on lui fait appel. Si et seulement si on lui fait appel. Sinon, il n'a rien à voir. D'autant plus qu'il est interpellé pour avoir posé ces actes-là contre l'État guinéen, contre la population guinéenne. Donc moi, à leur place, je me serais réservé en attendant que la justice de son pays me demande des choses. Vous voyez? Comme ça, je reste dans le respect de ma nation, je reste dans le respect des institutions internationales et je continue ma gouvernance. Et d'autant plus qu'il n'y a aucun document qui prouve que c'est l'État guinéen qui fait partie de cette mise en examen-là. Vous voyez? Donc, ça, c'est des choses qu'on peut réfléchir souvent, mais les gens ont l'impression de zapper et passer le temps sur des accessoires. Mais quand on respecte quelqu'un, souvent, on arrive à faire beaucoup de choses avec cette personne-là. Vous voyez? Donc, je pense que j'ai dit trop, mais au final, le but, c'est que chacun se pose des questions. Il ne faut pas qu'on continue à zapper des choses les plus importantes et passer le temps à se concentrer sur les accessoires. Parce que souvent, quand on est habitué à se concentrer sur l'accessoire, on oublie les plus importants. Les plus importants aujourd'hui, il faut que ces gens-là arrivent à respecter la population. Quand on respecte quelqu'un, on n'ose pas lui présenter n'importe quoi. On n'ose pas lui présenter n'importe quoi.
on va se soucier de ce qu'on dit et on va réfléchir qu'on confie des tâches, on va bien réfléchir pour bien les exécuter. Voilà, donc là, je m'arrête ici et j'espère que peut-être que il y aura des choses que j'ai dit que peut-être que j'ai pas bien compris avant de faire cette vidéo-là. Donc, si jamais il y a des tortues, enfin, il y a des choses tordues, pas vraies, donc tout le monde est libre de mettre en commentaire ce dont il n'est pas d'accord. Mais bon, le but, c'est pas d'éduquer les gens autrement, mais c'est de partager, comme j'ai dit, échanger sur des choses qui me semblent importantes. Peut-être que ça ne l'est pas pour beaucoup de personnes. Et voilà. Donc, si ce n'est pas pour vous, vous passez votre chemin. Mais bon, si vous trouvez que la vidéo elle est intéressante, vous pouvez partager avec vos contacts et éventuellement, pourquoi pas, faire des vidéos vous aussi. Parce que plus la communication, enfin, plus il y a beaucoup de personnes qui communiquent, mieux c'est. Voilà. Donc, je vous remercie. Ça fait 25 minutes, donc un peu trop. Mais bon, là, je voulais vraiment dire ce que je pense et je pense que c'est fait. Merci beaucoup. Bonne soirée.